Je vous demande maintenant d'accueillir notre premier grand témoin de l'après-midi. Il s'agit de Madame la Présidente de la région Île-de-France, présidente de Libre, Madame Valérie Pécresse. Merci et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous pour cette nouvelle réunion du Printemps républicain, puisque j'étais là l'année dernière, lorsque vous aviez commémoré l'anniversaire de Charlie par une très belle réunion, toujours Charlie. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Vous allez dire, qu'est-ce que Valérie Pécresse vient faire là? Eh bien, c'est simple. Je pense que la République est menacée. Je pense que la République est attaquée. Et je pense que la République est en danger. Et je pense que nous ne pouvons pas détourner le regard. Et je crois que faire l'autruche aujourd'hui, c'est peut-être, à court, à moyen terme, soit nous emmener vers l'arrivée des extrêmes au pouvoir, soit nous emmener peut-être vers quelque chose qui sera un déchirement de la nation et qui s'apparenterait peut-être à une forme de guerre civile. Donc, je pèse mes mots parce que mes mots sont graves et ils ne se prêtent pas forcément au dessin du caricaturiste. Si j'ai répondu oui à Amine quand il m'a proposé de venir, si j'ai lu avec beaucoup d'attention les livres de Laurent Bouvet, si j'ai voulu être là pour Toujours Charlie, c'est parce que je pense que quand la République est attaquée, les républicains se retrouvent, les républicains des deux rives. Et je pense même si je ne suis pas complètement d'accord avec Jean-Pierre Brard sur les nationalisations et les privatisations, je pense que tout ça, finalement, aux côtés des valeurs universelles que la France défend, aux côtés du ciment qui fait que nous sommes tous des défenseurs de la loi, de nos lois, eh bien tout ça, finalement, ça s'efface. Ce clivage droite-gauche s'efface par rapport au clivage qui, aujourd'hui, sépare les républicains des communautaristes. Et la République, moi je suis une gaulliste d'origine. Vous avez compris que j'ai repris ma liberté, vous avez compris que je ne me sentais pas forcément très bien dans mon parti d'origine, mais je suis une gaulliste. Et le général de Gaulle, au moment de la guerre, il a dit « Moi, je ne demande pas la carte du parti à ceux qui me rejoignent. Parce que l'objectif, c'est qu'on défende tous notre pays. C'est qu'on défende une certaine idée de la France. Et là, aujourd'hui, c'est ça que nous devons défendre. Et dans les piliers de la République, il y en a un qui est particulièrement mis en cause et qui est un ciment qui assure notre cohésion nationale, c'est le ciment de la laïcité. Moi, alors, je ne vous jette pas ma religion à la figure, mais tout le monde sait que je suis de droite, tout le monde sait que je suis catholique, mais je suis laïque militante. Et pourquoi je suis laïque militante? Parce que la laïcité, contrairement à ce que certains pensent, à ce que j'entends dire dans certains quartiers populaires, la laïcité, ce n'est pas l'athéisme, ce n'est pas la négation des religions. La laïcité, c'est le droit à la liberté de croyance et à la liberté de culte, mais à la condition que cette liberté s'exerce dans le cadre des lois qui nous réglementent, dans le cadre des lois de la République. Et ça veut donc dire même droit, même devoir. Droit de pratiquer sa religion, droit de croire, mais aussi droit de ne pas croire, absolument, et droit aussi de critiquer les religions. Mais aussi devoir. Et le devoir, c'est celui de mettre la loi de la République en premier. Nous sommes d'abord des Français, nous sommes des républicains, la loi de la République s'impose. Et elle s'impose à toutes les fois. La loi au-dessus de la foi, c'est quelque chose qu'on n'entend pas suffisamment. Et quelque chose qui est mal vécu même par un certain nombre de croyants qui pensent que finalement la foi est d'un autre ordre que celle de la loi. La loi, c'est l'organisation de la vie en société. La foi, c'est une espérance, c'est autre chose. Oui, bien sûr, c'est d'un autre domaine. Mais le problème, c'est que nous sommes aussi tous
nous avons un devoir de vivre ensemble, nous avons le devoir d'avoir une nation cohérente, nous avons le devoir de nous accepter les uns les autres dans nos différences. Et pour que nous nous acceptions les uns les autres dans notre différence, nous avons un outil, un seul, qui est la loi commune, qui est la loi de la République. Et je vais donner un certain nombre d'exemples, mais vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, la loi de la République, c'est d'imposer que le mariage civil précède le mariage religieux. Eh bien, il y a un certain nombre de religions qui sont complètement respectueuses de cette loi de la République et qui demandent un certificat de mariage civil pour faire un mariage religieux. Il se trouve que j'ai été alertée par certains imams, des imams respectueux des lois de la République, sur des pratiques qui avaient cours dans certaines villes d'Île-de-France, voire sur Internet, dans lesquelles se faisaient des mariages religieux musulmans, sans demander au préalable un certificat de mariage civil. Alors ça a l'air d'être une petite chose, mais dérouler la pelote, mariage religieux sans mariage civil, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de protection pour les époux, ça veut dire la possibilité de la répudiation, la possibilité de la polygamie de fait, ça veut dire aussi aucun droit lorsqu'il y a une séparation sur les enfants. Ça entraîne des conséquences sur la vie sociale qui sont colossales. Donc moi, ce que je dis, c'est que toutes les religions de France doivent aujourd'hui s'inscrire dans les lois de la République, pleinement dans le respect de ces lois. Et la loi de 1905, c'est ça. C'est demander à toutes les religions. Ça s'est fait dans la douleur. Les catholiques, ils ont dû renoncer à plein de prérogatives, y compris à critiquer la République. Et donc la loi de 1905, elle a imposé aux chrétiens, aux juifs, de respecter les lois de la République. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire qu'on doit demander la même chose. Ce qu'on a demandé aux chrétiens et aux juifs, on doit pouvoir le demander aussi aux musulmans de France. De la même façon, même droit, même devoir. Et c'est ça, la laïcité. Et parler de la loi de la République, défendre la loi de la République, défendre les valeurs que nous chérissons, ça va devenir un combat. Et ça va devenir un combat pour lequel il faudra qu'on ait du courage. Et pour lequel il ne faudra pas détourner le regard. Et là, je le dis, les choses sont graves. Moi, j'ai imposé, quand je suis arrivée à la région, une charte de la laïcité. J'ai demandé que tous ceux qui reçoivent 1 euro d'argent public de la région... Qu'est-ce qui se passe? C'est le droit de dessiner pendant que je parle. Non. Je suis très attachée au droit de caricaturer. Mais alors du coup, vous m'avez complètement perturbée. Alors là, c'est horrible, je ne sais plus du tout de quoi je parlais. La charte de la laïcité. Donc chaque personne qui touche 1 euro d'argent public doit prêter le serment donc signer une charte qui dit qu'il ne fera pas de prosélytisme dans le cadre de l'utilisation de cet argent et que s'il fait le bien, parce que chacun a le droit de faire le bien, et donc je soutiens le Secours catholique, le Secours populaire, je soutiens des associations, y compris d'obédience musulmane, qui font le bien dans la région. Le sujet n'est pas la religion de celui qui fait le bien. Le sujet, c'est la neutralité de celui qui fait le bien par rapport aux croyances, et que le bien qu'il fait, il le fasse pour tous les franciliens de la même façon. Et donc ça m'a amené à quoi faire? Ça m'a amené à me rendre compte qu'il y avait certaines sections féminines dans les clubs de sport qui étaient fermées, et à dire je ne verserai plus d'argent public à un club sportif dans lequel il n'y a pas de section féminine. Ça m'a amené à m'apercevoir que dans certaines associations, il y avait des salles de prière à l'arrière de l'association. Et de dire, non, il n'y a pas de salle de prière dans les associations subventionnées par la région, parce qu'on n'y vient pas pour prier, on y vient pour recevoir une éducation, on y vient pour recevoir une aide sociale, mais on n'y vient pas pour prier, on ne mélange pas les genres. Voilà. Donc on a fait cette charte de la laïcité. Cette charte de la laïcité, je pense qu'il faut désormais la dupliquer. Et je pense même qu'il faudrait qu'on puisse faire prêter serment à un certain nombre de personnes, notamment tous les fonctionnaires publics lorsqu'ils prennent une fonction publique, qui prêtent serment que pour eux la loi de la République est première,
qu'il n'y a pas la loi du quartier, la loi de la religion, il n'y a pas d'autre loi pour eux que la loi de la République. Alors ça a l'air tout symbolique de prêter un serment comme ça. Mais c'est très important. Parce que si vous écoutez certains sondages, ils vous disent qu'un certain nombre de jeunes qui grandissent en France, aujourd'hui, qui sont français, eh bien, pensent que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République. C'est ça la réalité. Eh bien, il faut leur dire non, il faut le leur dire fermement, et il faut avoir le courage de le leur dire fermement. Et leur dire que c'est pas parce qu'on leur demande pas de renoncer à leurs croyances, on leur demande juste, et on leur promet en échange, et c'est ça d'ailleurs le vrai problème auquel nous sommes confrontés. Il faut qu'on leur promette en échange qu'ils auront les mêmes droits dans la République française, qu'ils seront traités de la même façon, qu'ils ne seront pas discriminés, qu'il n'y aura pas de ségrégation. Et ça, c'est tout l'enjeu de la lutte contre les inégalités, qui, je le sais, est aussi au cœur du projet du printemps républicain. Et donc, en contrepartie de cette charte de la laïcité, nous nous sommes engagés dans le combat contre les discriminations. Et nous avons commencé à faire du testing. Et nous avons commencé aussi à financer l'aide aux victimes de discrimination pour qu'elles puissent porter plainte. Donc vous voyez, il faut avancer toujours sur deux pieds, parce que aujourd'hui, le communautarisme, il se nourrit de ces inégalités, il se nourrit de ces sentiments d'injustice. Et on le sait bien, on le sait bien. Donc si on veut casser le communautarisme et refaire nation, il faut aussi s'attaquer à toutes ces questions des inégalités et à cette urgence sociale qu'il y a dans le pays. Mais vraiment, il y aura des décisions courageuses à prendre. Je vous en citais une. Vous savez que la région a des îles de loisirs. 12 îles de loisirs dans toute la région, à Trappes, à Draveil, à Cergy, à Créteil. Bientôt en Seine-Saint-Denis, on va en ouvrir une en 2020, la première en Seine-et-Marne. Et sur ces 12 îles de loisirs, nous avons des tensions depuis plusieurs années. Nous avons des tensions parce qu'un certain nombre de femmes veulent se baigner habillées. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait ces tensions, ça s'est mal passé dans les bases en réalité, parce qu'il y a eu des tensions entre les utilisateurs de la base. Il y avait les femmes qui voulaient se baigner habillées, il y avait les femmes qui disaient bah, si c'est ça, moi c'est topless. Chacun comme il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Et donc, et c'est là que je vous dis que la loi de la République arrive. C'est que nous, on a dit, ben c'est simple, maillot de piscine. Maillot de piscine pour tout le monde en maillot de piscine, tout le monde en maillot de pièce, tout le monde en maillot une pièce. On veut voir tout le monde pareil. Voilà. Et aujourd'hui, ben, ça me vaut un conflit avec le CCIF qui attaque la région. Mais oui, mais ça me vaut aussi un conflit avec le défenseur des droits, Jacques Toubon. Alors, moi, je veux y revenir parce que je vais me retrouver devant la justice, donc je vais plaider ma cause avant. Je vais plaider ma cause avant. Non, mais je vais plaider ma cause avant. Le défenseur des droits me dit, c'est pas un problème d'hygiène. Ben si, quand même. Parce que moi, c'était habillé que ces femmes voulaient se baigner. Donc, c'est un problème d'hygiène. On me dit, il n'y a pas de problème de sécurité. Mais bien sûr que si. Si quelqu'un se noie, comment est-ce qu'on fait? Alors, le défenseur des droits nous dit « Ah oui, mais les maîtres nageurs, ils peuvent avoir des ciseaux sur eux. » Non, je vous jure, c'est l'avis du défenseur des droits, je n'invente pas. Il faut aller le lire. Ils peuvent très bien découper les vêtements. Alors, la vérité, c'est que même les combinaisons en néoprène sur les bases de loisirs, on les interdit, elles ne sont autorisées que dans le cadre des clubs sportifs sous la surveillance et la responsabilité des clubs sportifs, plongée, etc. Parce que effectivement, si la personne se noie, il faut découper la combinaison en néoprène, donc c'est extrêmement dangereux. On ne peut pas mettre des défibrillateurs. Donc, non, il y a un problème d'hygiène, oui, il y a un problème de sécurité, et puis aussi, il y a un problème d'ordre public, parce qu'on oppose les uns aux autres en acceptant des tenues qui relèvent de la religion, de la croyance religieuse. Je vous donne ces exemples, mais je voudrais vous en donner un autre, parce que celui-là, il m'a particulièrement marqué. Je le raconte, enfin tout ça, je raconte ça dans un livre que j'ai écrit, parce que je suis comme Amine, ou je suis comme Laurent, de temps en temps, j'ai besoin de raconter ce que je vis pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Il y a quelques années, dans une ville extrêmement bourgeoise de l'Île-de-France, que je ne citerai pas, il y avait la fête de l'Aïd. Et vous savez que les élus vont dans ces grandes fêtes, ils vont à Kippour, ils vont au marché de Noël, ils vont à l'Aïd, donc les élus étaient là, et c'était une grande fête qui réunissait l'ensemble des musulmans de cette ville. Et puis moi j'y étais, et puis je vois arriver
alors qu'on accueillait tout le monde, je vois arriver une femme en burqa, intégralement voilée. Bon, je me précipite vers elle, elle me voit, elle bifurque, elle me contourne, elle fonce dans le gymnase pour se mettre à l'abri, parce qu'elle m'avait reconnue. Et donc je me tourne vers les élus, je me tourne vers le président des musulmans du département et je lui dis, mais c'est interdit la burqa. Voilà. Et il me dit, il était très embêté. Et puis je vois la fille qui était avec cette fille voilée, enfin intégralement voilée, hein, je le dis bien, qui vient me voir et je lui dis, mais vous savez que c'est interdit la burqa. Et elle me dit, il y a des tolérances. Il y a des tolérances. Et je dis, non, là, mademoiselle, vous êtes dans la rue, il n'y a pas de tolérance. Donc allez dire à votre sœur qu'il n'y a pas de tolérance. Et je me tourne vers les élus et je leur dis, bon, on ne peut pas rester. On va faire de scandale, mais on ne peut pas rester. Et puis je me tourne vers le sous-préfet, représentant de l'État, M. Clavreul. Et je lui dis, monsieur le sous-préfet, vous au moins, vous partez avec moi. J'étais juste députée, hein, je n'étais pas présidente de région à l'époque. Et le sous-préfet était au téléphone. Et puis il se retourne vers moi et puis il me dit, j'ai pris des instructions, je reste. Voilà. Alors ça s'est passé il y a quelques années, peut-être que ça ne se passerait plus comme ça aujourd'hui. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a un début de prise de conscience. Mais vous comprenez bien que rester, c'est accepter. Rester, c'est une compromission, c'est baisser la tête. C'est un petit Munich. Et c'est ces petits Munich, quand on accepte que la loi de la République ne soit pas respectée, on cautionne. Ça ne peut pas avoir lieu. Ça nécessite du courage. Et alors, j'ai été heureuse parce qu'après, évidemment, ils m'ont rappelé. Le président m'a rappelé, il m'a dit, je suis allée voir la jeune fille, je lui ai fait enlever son voile, je lui ai fait enlever son voile de son visage, elle n'avait pas de voile pendant cette fête, etc. Et donc je me suis dit, peut-être que ma réaction a servi à quelque chose. Mais vous voyez, c'est tous ces petits moments où on a le choix entre résister. Et je pense que le printemps républicain, c'est un mouvement de résistance. On a le choix entre résister ou on a le choix entre baisser la tête ou détourner le regard. Alors je voudrais vous parler d'un dernier sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque votre première table ronde, c'était... Vu comme ça, forcément, c'est tentant. Mais... Ah oui, c'est très dur de parler de choses sérieuses en riant. Mais moi, je voudrais vous parler un peu des municipales. Parce qu'on a parlé du rôle éminent des maires, et on a souligné, et à juste titre, et avec des mots très justes et très émouvants, à quel point le maire aujourd'hui, et les équipes municipales d'une manière générale, sont vraiment des ciments de la cohésion nationale. Or, aujourd'hui, nous allons avoir des élections municipales. Je pense que le sujet... Je sais qu'il y a eu un débat sur liste communautaire, pas liste communautaire. Je pense que ce débat est biaisé. Je pense qu'il a été mal posé. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Ce ne sera pas des listes communautaires au sens strict, comme on pourrait avoir un parti qui se réclame de l'étranger, etc. Ce n'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est de l'entrisme. De l'entrisme sur les listes d'un certain nombre de personnes radicalisées et qui viendront pour déstabiliser les équipes municipales ou pour les infiltrer. Et nous nous trouvons dans une situation quand même très paradoxale, qui est qu'aujourd'hui, oui, il y en a déjà, mais il y en aura plus la prochaine fois. Et moi, j'ai des villes que je surveille comme le lait sur le feu dans ma région, où je sais qu'il peut y avoir élu un maire qui lui-même soit très proche des islamistes radicaux. Voilà. Donc la vérité, c'est que c'est un peu la dernière sortie de l'autoroute, voilà, où on réagit tous maintenant. On se lève et on dit, il faut faire la loi qui va empêcher ça, et il faut la faire voter d'ici mars, ou alors on laisse passer ces municipales, et on fait comme disent certains ministres du gouvernement, que je ne citerai pas par charité, qui disent laissons-les se faire élire, et après nous aurons tous les moyens de les empêcher d'agir. Monsieur Lecornu a dit « Laissons-les élire, nous aurons tous les moyens légaux de les empêcher ensuite d'agir. » Mais enfin, vous imaginez l'onction du suffrage universel? Qu'est-ce que vous ferez après?
qu'est-ce qu'on fera? Donc, qu'est-ce que je propose? Moi, je propose une proposition de loi, parce qu'on est quand même dans une situation totalement paradoxale. On est dans la situation aujourd'hui, vous êtes policier, officier de police judiciaire dans une ville, vous êtes inéligible dans cette ville. Parce que ce n'est pas possible d'être policier dans une ville et d'être conseiller municipal. En revanche, vous êtes fiché par les services de renseignement sur le fichier antiterroriste, eh bien vous pouvez vous présenter, il n'y a aucun problème. Ah mais c'est ça la loi. Donc le sujet, c'est que ce fichier, qui est donc tenu par les services de renseignement, il comprend 20 000 noms. Ce sont des noms de personnes qui sont radicalisées et potentiellement des menaces pour la sécurité de l'État et l'ordre public. Bon. Alors, on va me dire, ils n'ont pas été jugés. Non, ils n'ont pas été jugés. Enfin, ils sont quand même déjà sur ce fichier. Donc, moi, ce que je propose, et vous allez comprendre, aujourd'hui, on a mis en place une procédure pour les transports, pour la sécurité, pour l'éducation. Si vous voulez recruter quelqu'un pour conduire un métro à la RATP, la personne, quand vous la recrutez, elle est criblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder si cette personne qui veut travailler à la RATP pour conduire un métro ou conduire un bus, elle n'est pas sur le fichier antiterroriste. On va regarder ça. Et on va regarder aussi si on va faire une enquête de moralité. Mais surtout, on va regarder si elle n'est pas fichée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont fichés ne peuvent pas conduire les métros, mais ils peuvent devenir maires de votre ville. C'est ça aujourd'hui. Alors je propose qu'on fasse la même procédure que pour les transports, que pour les métiers de la sécurité, que pour les métiers de l'éducation. Et je propose un criblage des listes. Un criblage des listes. Et si le préfet se rend compte qu'une des personnes sur la liste est inscrite dans le fichier des terroristes et que son comportement représente une menace pour l'ordre public, qu'il a par exemple dit que l'attentat de Charlie, c'était pas grave, qu'il a par exemple qu'il a refusé de faire la minute de silence à ses élèves dans son lycée. Voilà, qu'il a des comportements qui sont susceptibles d'être des menaces à l'ordre public et d'être des atteintes à la sûreté de l'État, qu'il puisse refuser la candidature. Et à ce moment-là, on rentre dans un processus juridictionnel qui est celui du code électoral, c'est-à-dire que la personne peut contester dans les 24 heures devant le juge son inéligibilité. Et attention, hein, si le juge, dans les 72 heures, ne confirme pas l'inéligibilité, la personne est éligible. Donc c'est un droit qui est très protecteur des libertés des personnes. Ça veut dire qu'il faut vraiment que le juge tranche la question en plus du préfet. Donc préfet plus juge. Mais franchement, cette loi, je vous demande tous ici, c'est une supplique, c'est pour ça que je suis venue en personne, c'est pour ça que je me suis déplacée, c'est pour vous voir, je vous demande de la soutenir. Je vous demande de la soutenir, je vous demande d'appeler à la faire voter, parce que c'est très grave ce qui va se passer. Dans la ville de Goussainville, je ne citerai qu'elle, il y a un monsieur qui va se présenter. Il a été interviewé il y a quelques semaines par le journal L'Opinion. Et L'Opinion lui a dit « On vous accuse, monsieur, de faire une liste communautariste. Est-ce que c'est vrai ?» Bah oui, une interview. Et cette personne a répondu « Ah mais pas du tout, ma liste elle ne sera pas du tout communautariste, ma liste elle va ressembler à Goussainville. » Et je vais le citer, mais dans le texte, hein, c'est pas ma phrase, hein, ne coupez pas la phrase, c'est pas moi qui l'ai prononcée, c'est lui. Il a répondu « Sur ma liste, il y aura des Français, des Noirs, des Turcs et des Arabes. » Bah ouais, moi ça me fait pas rire du tout. Hein. Moi ça me fait pas rire du tout, je vérifie qu'il n'y a pas une caricature derrière. Moi ça me fait pas rire du tout, parce que sur sa liste, il n'y aura que des Français. Et peut-être quelques ressortissants de la communauté européenne. Voilà. Et que cette phrase, rien que cette phrase, elle devrait susciter un scandale national. Elle a été écrite, elle a été dite, il va se présenter, il peut être élu. Eh bien, moi, je vous dis, on arrête tout ça. Et pour conclure, je citerai quelqu'un qui m'est cher, Jacques Chirac, qui a été mon mentor en politique. Vous savez que quand il est allé à Johannesburg, il a lancé cette phrase, il a dit « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il a dit sur l'urgence écologique « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Alors moi, ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, mais je sais que vous en êtes tous conscients ici, c'est que la République brûle et que nous n'avons pas le droit de regarder ailleurs.